Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on accueille Simon de Senrose Communication qui va venir nous parler un peu de son aventure entrepreneuriale. Simon, présente-toi donc en 2-3 petits mots. Rapidement comme ça fait 3 ans maintenant que je suis en entreprise. Ça fait 3 ans que j'ai lancé tout ça avec mes partenaires. Donc, on fait des systèmes de paiement, systèmes de POS, systèmes de caisse, un petit peu variés dans plusieurs domaines. Et c'est ça. Donc, avant, j'ai passé plusieurs années à faire autre chose. On va en parler aujourd'hui. Excellent. Donc, restez avec nous. On commence ça tout de suite. Rebonjour tout le monde. Encore une fois, je suis en présence de Simon Valiquette de Senrose Communication qui vient nous parler de son parcours entrepreneurial. Simon, j'aimerais ça qu'on commence par parler un peu de d'où ça vient, Senrose, qu'est-ce qui t'a amené à créer ça, puis c'est quoi ton parcours finalement? Ben moi, j'ai travaillé pendant presque 10 ans pour une entreprise d'uniformes. Donc, on faisait essentiellement toutes les grosses entreprises qui ont besoin d'uniformes, donc que ce soit dans l'alimentaire, choses comme ça. J'avais des clients comme des grosses chocolateries, des choses comme ça, un petit peu partout au Québec. Je m'occupais de la vente, mais aussi de la livraison, tout ça. J'ai fait ça pendant presque 10 ans. Ça a été toute une expérience. Et je te disais, tu sais, on parle souvent de McDo qui est une bonne école de la vie, là. Ben ça en a été une bonne aussi, là. J'ai vraiment appris à m'occuper de mes clients. C'est un petit peu comme avoir derrière qui voit ça à l'intérieur de ça, c'est un petit peu comme si t'es un solopreneur, on va dire, là. Je sais pas comment dire ça. Tu as comme ta petite entreprise dans l'entreprise. Ben, c'était un peu ça que je faisais avant. Au bout de 10 ans, j'ai eu une aventure avec un chat. Donc, j'ai dû arrêter de travailler pendant un petit moment. J'ai dû être opéré d'urgence, sinon je perdais des doigts, parce que je sais pas si tu sais ça, mais des chats, c'est dangereux. Je savais, mais à ce point-là, je savais pas, ça devait être un gros chat. Ouais, non, mais en fait, je me suis fait mordre, puis j'ai eu point de suture, tout ça ici, puis j'ai été 1 mois et demi en arrêt de travail. Donc, ça m'a permis de me remettre un peu en question. À ce moment-là, je suis parti en télécommunication, puis toujours en vente, un petit peu même, essayer autre chose. Au bout de 10 ans, j'avais un peu besoin de me renouveler, je te dirais. Puis c'était bien, mais ça comblait pas exactement ce que je cherchais. Puis je me suis toujours trouvé un petit peu comme... J'avais toujours l'impression de ne pas en faire assez, puis de me chercher un peu peu importe ce que je faisais dans les rôles à travers une entreprise. Puis c'est là qu'on a commencé à faire, moi puis mon partenaire Nazim, que j'ai rencontré justement en télécommunication, on a commencé à vouloir faire des sites web. Donc on a lancé Communication Senrose pour faire des sites web. À travers tout ça, on a dévié plusieurs fois et aujourd'hui, on fait plus de sites web, mais on a gardé le nom et on fait des systèmes de paiement, des systèmes de points de service pour restaurants, retail, un peu tout. Alors, tout ça découle du chat. Ouais, exact. Tout ça est parti d'un chat qui m'a mordu. Y a-t-il un nom, ce chat-là? Je sais plus, je pense plus qu'il existe. Non. Pas de lien entre le chat et le nom de ton entreprise. Non, absolument pas. Non, puis je vois pas de face de minou dans le logo non plus. Ça serait un peu mal vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bref, tu as eu un problème sur ta main, donc point de suture, probablement tu as été incapacité pour faire... Tu livrais des des uniformes, finalement? tapis, vraiment, on faisait beaucoup de choses. Mais il y a ça, tu sais, 1 mois d'arrêt de travail, moi, ça m'est arrivé pendant l'été. Donc, essentiellement, là, j'avais pas le droit, je pouvais pas la mouiller ni quoi que ce soit. J'étais plugué sur intraveineuse 24 heures sur 24 là, pendant 1 mois. Puis c'est ça, puis tu te retrouves à comme... Tu as un travail vraiment actif, tu rencontres beaucoup de monde, tu bouges, puis tout ça. T'es chez vous, puis tu fais plus rien. Tout ce que je faisais de mes journées, puis j'avais pas le droit de boire d'alcool parce que j'étais plugué. C'est ça, j'avais même pas le droit de whisky ou quoi que ce soit. Puis je me suis retrouvé à comme 1 mois sur le bord de ma piscine, à côté comme ça, parce que j'ai pas le droit de mettre le bras dans l'eau. J'ai trouvé le temps long, puis ça m'a permis vraiment de me remettre en question de ce que je voulais faire. Puis au final, je pense vraiment qu'avec le temps, quand tu as passé 10 ans à une place, c'est un peu des petites pantoufles. Tu es habitué, tu connais ton monde, ta routine, tout ça. Mais j'avais toujours le sentiment d'être pas accompli puis de pas avoir réussi ce que je voulais faire dans la vie. Puis c'est vraiment en partant de mon entreprise que j'ai compris que ce qui me fait triper, c'est des projets, puis c'est de créer des choses. Puis c'est là qu'on en est en ce moment. Donc,
bon, tu as été en arrêt, puis après ça, tu as fait d'autres choses. Tu as fait des sites web pour une entreprise, pour une Non, autre pour entreprise. notre entreprise, ça, quand on a lancé Communication Sunrose, on faisait des sites web. On a eu quelques clients, le kit, ça se passait bien. Puis, entre-temps, on n'était pas encore assez gros pour pouvoir vraiment vivre de ça. Là. C'était vraiment comme, on va dire, sideline un peu. Là, on faisait ça pour se développer, apprendre un petit peu comment ça marche, tout ça. Puis finalement, ben, on a réalisé que c'était un créneau qui nous intéressait un peu moins. Puis entre-temps, moi et Nazim, on s'était trouvé un autre emploi dans le domaine du paiement, justement. Puis c'est là qu'on a réalisé qu'il y avait vraiment un marché intéressant sur les systèmes, les points de vente, tout ça. En ce moment, c'est beaucoup géré par, je dirais, un quasi-monopole de plusieurs grosses entreprises américaines. Donc, on voulait pouvoir justement rentrer dans le marché puis essayer d'offrir de quoi qui est local puis qui est fait ici. Là. Donc, c'est comme ça qu'on a dévié de site web vers paiement et point de service. Ce qui doit être un marché qui est assez dur à percer, parce que tu as quand même beaucoup de gros joueurs déjà dans ce domaine-là. Comment ça a été la mise en marché puis développer ta niche? Ça a été vraiment compliqué parce que justement, comme tu dis, c'est des gros joueurs. J'irai pas à la même échelle, mais c'est un petit peu de l'essayer de se lancer de lancer une boisson contre Pepsi puis Coke. Là. C'est un peu le même concept. Je crois que ce qui est le fun au moins au Québec, puis peut-être que toi aussi tu le vis dans ton entreprise, le monde aime encourager les gens d'ici. Donc, souvent, c'est un point que quand on rencontre du monde, j'ai eu une offre de tel autre compétiteur, mais toi, tu viens d'ici, tu as développé ça ici. On fait travailler des gens qu'on croise dans la rue à tous les jours. Là. Fait que c'est ça que ça a été vraiment un point central dans notre lancement de tout développer ici, de travailler avec des gens d'ici, puis vraiment de garder ça le plus local possible. Je pense vraiment que depuis les quelques années qu'on fait ça, on a réussi à vraiment garder notre objectif de faire ça au Québec, à Montréal, tout le kit. Puis ça nous a été vraiment bénéfique dans notre développement. OK. Super intéressant. C'est sûr que le marché local, ça aide. Dans mon domaine, ça aide un peu. Je dirais que les gens magasinent peut-être un peu plus. Service direct aux particuliers, c'est un petit peu plus complexe. Mais oui, effectivement, il y a quand même un engouement d'encourager le local, puis ce qui est fait ici au Québec, dans la région. Mais il faut quand même que tu te démarques. Oui. Puis toi, tu as fait ça. Tu as fait ça en offrant un meilleur service, en offrant un accompagnement? Notre approche est très différente aussi. La compétition, il va beaucoup sur du volume, sur on va signer le plus de comptes possible. Puis la manière qui fonctionne beaucoup, c'est, mettons, il y a un cadre, puis ils vont essayer de fitter le client dans le cadre. Nous, on fonctionne un petit peu différemment. Étant donné qu'on a pleine possession de nos logiciels puis de comment on travaille, c'est facile de prendre un client puis de voir, quand tu as besoin de telle chose, on va ajuster notre système pour qu'il fonctionne avec toi. Est-ce que oui, il y a des demandes des fois qui sont extravagantes puis qu'on ne s'embarquera pas dans de la programmation pour ça? Ça arrive, mais en général, on est capable d'aller chercher les différentes demandes des clients pour justement créer un logiciel ou créer quelque chose qui leur convient mieux que tout simplement de leur dire « voici comment ça fonctionne, mais vous devez fitter là-dedans ». Ça a été notre approche, de vraiment avoir une approche plus personnalisée sur chacun de nos clients, selon leurs besoins et selon ce qu'ils veulent. Chaque entreprise a des objectifs puis a des buts différents. Bien, on ne peut pas toutes les fitter dans la même case. Mm-hmm. C'est comme ça que nous, on l'a vu. C'est quelque chose qui doit être assez difficile à trouver. C'est quand même un accompagnement puis une personnalisation comme ça. Ça ne pas déterminer ça du jour au lendemain. J'imagine qu'il y a eu un processus d'essais, erreurs, on se plante puis on se relève. Plusieurs fois. Être en entreprise, c'est ça. Là, c'est surtout quand, en fait, il y a beaucoup de monde qui attendent que ce soit parfait avant de se lancer. Nous autres, on a la mentalité d'on va lancer quelque chose puis on ajustera en cours de route. Quelque chose qui est arrivé souvent. Se planter, on se plante à tous les jours. Là. Il y a eu le nombre d'erreurs qu'on a faites ou de choses qu'on a... Simplement, chacun de nos clients a une certaine programmation, dépendamment, en fonction de ce qu'ils ont besoin. Mais c'est arrivé des fois qu'on a accepté des choses de clients qui nous ont pris 3 semaines à programmer avec pour finalement pas faire une scène avec ça pendant 3 ans. c'est vraiment, c'est ça que je te dis. Oui, ça vient avec un couteau à double tranchant du fait qu'on veut vraiment offrir de quoi de plus personnalisé à nos clients. Mais oui, on est encore en processus d'apprentissage. Puis, ça fait combien? C'est né en quelle année, ça? Ça va faire 3 ans. 3 ans, là, on a commencé nos premiers sites web. Puis là, ça fait
un peu plus que 2 ans qu'on fait du point de service. Hein. 3 ans, donc c'est juste après COVID. Oui, exactement. Dommage de ne pas avoir profité des subventions COVID, là, on aurait aimé ça, là, mais... Ouais, ben, beaucoup de gens en ont profité, puis beaucoup de gens se sont fait avoir aussi avec ça. Mais toi, le COVID, ça a-tu servi comme un tremplin? Ça a-tu servi comme une base ou un incubateur à ça? Comment que ça s'est intégré? Ça dépend. COVID, moi, j'ai eu mes enfants pendant ce temps-là, fait que c'est sûr que c'est aussi beaucoup de remises en question par rapport à tout ça. Mais je te dirais que moi, la COVID, ça a été probablement un des moments les plus difficiles de ma vie, là. J'ai trouvé ça horrible. Parce qu'en fait, quand je travaillais dans l'uniforme, on était considéré comme un service essentiel. Donc, on n'a pas fermé. Fait que au moins, je fais sortir de chez nous. Mais c'était le concept de... Tu sais, comme... C'était tellement difficile, c'était tellement spécial comme environnement. Puis je sais pas... Toi, tu étais en entreprise, tu me diras comment tu as vécu ça. Mais moi, pas voir de monde, pas faire de sport... au début, j'étais vraiment pas sûr sur l'idée de me faire vacciner ou tout. Puis après ça, ils ont sorti ceux qui sont vaccinés peuvent recommencer à jouer au hockey. Je pense que j'étais le premier en ligne le lendemain matin. Là. Genre, moi, fallait que je vois du monde. Puis surtout, tu sais, dans nos métiers ou le kit, quand on rencontre beaucoup de gens, on rencontre beaucoup de monde, on côtoie des gens à tous les jours, à être renfermé chez vous avec 2 bébés naissants, parce que j'ai eu des jumeaux. Ça a été tough. C'est du sport, hein, lancer une entreprise avec des jumeaux. Puis, oui. Wow. Ouais, ben, c'est sûr que nous, là, ça a été plus difficile, mais on était déjà bien établis avant que tout ferme puis que tout le confinement at large. Ça a été un gros choc. Là. Le choc principal étant que on a essayé de planifier puis ça n'a pas marché. Là. Toutes nos planifications, il n'y a rien de ça qui s'est passé. Ça a été tout le contraire. Fait que c'est de l'ajustement. Mais c'est sûr que le contact avec les personnes, puis surtout quand tu roules une business, personne qui se part en affaires dans l'objectif de rester chez lui puis de ne pas sortir. On est généralement des gens un peu plus sociables. Puis je pense que le succès d'une entreprise, c'est lié au contact humain, surtout à quelque chose aussi personnalisé que ce que tu essaies d'offrir. Mm-hmm. Mais quand même, là, 3 ans, c'est pas beaucoup là, pour faire tout ce que tu as traversé. Mais on se développe vraiment rapidement, puis on change un peu de sujet là mais oui, c'est ça. C'est quelque chose que on n'a peut-être pas vu venir aussi gros, aussi rapidement, mais c'est quelque chose qui était vraiment nécessaire, je pense, pour les gens un peu partout. Parce que, tu sais, il y a la manière que ça fonctionne, mettons, juste, on prend dans la restauration, tu as le monopole là, que je te parlais, qui ont une bonne partie, mettons, on va dire un 80% du marché, là, mais sachant qu'ils ont ça, leurs prix sont tellement élevés qu'après ça, tous les petits cafés du coin, les petits restaurants tenus par des mom and pop shop qu'on appelle, là, tout ça, bien, sont souvent délaissés puis ils ont le choix entre une solution américaine coûteuse avec un contrat à vie ou de payer des milliers de dollars pour s'équiper au début. Donc c'est ça qu'on visait, nous. Puis ça a vraiment marché, ça a explosé dès le début. On s'attendait vraiment pas à ce que ça marche aussi bien. Mais en ce moment, on est implanté dans plus de 250 clients au Québec. Puis on a des clients jusqu'en Alberta, puis on a même des clients en Afrique en ce moment. Oh wow, c'est une multinationale. Exact, on a développé. C'est nouveau, ça? C'est pas nouveau, mais on s'attendait pas à ce que ça fonctionne comme ça. C'est quelqu'un ici, en fait, vu que notre système est tout basé en ligne, tu as accès à tous les rapports, tu peux voir tout ce que tu veux. Donc la personne, elle vit ici, mais elle a des entreprises au Congo. Elle nous a demandé si on pouvait installer les trucs là-bas. Moi, la programmation de tout ça, là, voir les francs congolais puis tout ça, j'étais tellement excité. Là. Mais ouais, non, c'est ça. Puis on est en train de développer une branche justement à Miami en ce moment. Donc on essaie d'expansionner le plus possible, mais d'essayer de garder un peu aussi le contrôle sur ce qu'on fait. C'est une expérience qui est spéciale. Ça. Comme grossir rapidement. Au début, on grossissait trop vite. Vraiment, vraiment trop. On avait de la misère à suivre la cadence. Je te dirais même que dans les premiers mois où ça a explosé autant, on en a échappé plusieurs. Des clients qui nous ont contactés, qu'on n'a jamais été capable de booker dans notre horaire. De l'embauche qu'on a faite par nécessité, pas parce que la personne était nécessairement dans la bonne chaise. Toutes les erreurs d'entrepreneurs, on les a faites à un certain point. Puis dans un délai très, très court. Puis tu sais, ça m'amène à me poser la question, par comparaison, dans mon cas, j'ai créé des associations, je suis associé dans d'autres entreprises, mais des associations,
c'est pas évident. Déjà, gérer une entreprise tout seul, c'est du sport. Puis, j'ai vécu des expériences qui m'ont fait comprendre que des fois, gérer à 2 ou à 3, c'est pas nécessairement plus facile. Ça demande une logistique. Comment tu es arrivé à atteindre un équilibre qui permet d'avoir une croissance quand même prononcée de ton entreprise sans scraper tes relations professionnelles puis personnelles avec tes partenaires? Ben, tu sais, nous autres, on est 3 dans l'entreprise. Il y a ma future femme et un de mes meilleurs amis qui s'appelle Nazim. Et on a vraiment, premièrement, on a une définition des tâches. Moi et Nazim, il y a des affaires on s'aide un petit peu un l'autre, mais très définies. T'sais, Myriam, elle s'occupe de tout ce qui est administratif, toutes les DAS, tout ça, puis le volet aussi marketing. Ça, j'y touche pas. Des fois, je regarde un petit peu parce que ça m'intéresse, mais j'y touche pas, puis on essaie vraiment de pas trop se piler ses pieds ou quoi que ce soit. Oui, on se consulte des fois sur des questions, mais ça a été un des gros... Au début de définir, je te dirais, les tâches de chacun, s'assurer qu'on a confiance l'un envers l'autre, puis qu'on essaie de se soutenir là-dedans. Puis aussi, on a des personnalités très, très, très différentes. Moi, j'ai une personnalité de vraiment, je veux atteindre mon objectif, puis on verra après les conséquences d'avoir atteint ça. Tandis que Nazim est très, très, très analytique. Fait que souvent, mettons, quand j'ai une idée, je vais y envoyer, je vais dire, voici ce que je veux faire, voici comment je vais me rendre. Puis après ça, j'y envoie, puis là, lui, il trouve le chemin où il y a du sens sur ça pour faire ça. Mais oui, non, c'est beaucoup de discussions, puis beaucoup de se faire confiance un l'autre, puis d'essayer de ne pas se marcher ses pieds. Nazim s'occupe de tout le développement. Il s'occupe de tous les partenariats internes, tout ça. Puis j'essaie de... C'est sa cour. J'y laisse, puis des fois, on apprend à vivre avec les décisions des autres. C'est des amis... en fait, ta future femme, ta conjointe actuelle, ça fait longtemps que tu la connais? Oui, ben, on est ensemble depuis... on s'est rencontrés pendant la COVID. Donc, on a eu les fameuses dates COVID. J'ai pas vécu ça, moi. Non, ça, c'est incroyable. On a eu les fameuses dates où on pouvait pas manger dans un restaurant, puis qu'on pouvait pas être assis un côté de l'autre, mais qu'on pouvait être à la maison ensemble après. Tu trichais un petit peu. C'est ça, un petit peu. On le dit pas. Mais oui, non, c'est ça. Puis Nazim, ben, on s'est rencontrés quand je travaillais en télécom. Lui, il venait tout juste d'arriver de l'Algérie. C'est un petit peu pour ça, notre logo avec la petite fleur, rose et sable, un peu pour faire un petit clin d'œil à ses origines. Donc, on s'est rencontrés là. Puis c'est tout de suite devenu un super bon ami, vraiment très proche. Puis justement, là, on se comprend bien, puis on se complète bien. Je sais que, on dirait que des fois, j'hésite à me dire, je sais pas si ça irait mieux avec quelqu'un qui a le même type de personnalité que moi, mais ça va tellement bien comme c'est en ce moment. Je me dis, avoir un autre moi dans l'entreprise, je l'égorge après un certain temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Probablement, un clone de moi, je me taperais ses nerfs. Ah, c'est clair. Ça coûterait plus cher d'alcool aussi. Mais pour rester sur le sujet du partnership, je veux dire, tu viens du même... Tu as fait le même parcours scolaire que moi, ou presque. Tu as sûrement vu qu'il y a quelques lacunes au niveau de notre éducation sur la mise en marché, l'entrepreneuriat, la gestion, je dirais dire même gestion d'entreprise, mais j'irais même plus loin, gestion des finances. Je veux dire, même au niveau personnel, on n'apprend pas ça à l'école. Là. On apprend ça quand le gouvernement nous tape sur les doigts. Là. Ça, c'est sûr. Comment tu as vécu ça, toi, cette gestion, cette création de logistique-là? T'avais-tu déjà une base? Ben, moi, j'ai étudié un peu en marketing, le kit, mais j'ai abandonné en cours de route. Fait que j'ai peut-être moins d'études que toi. Mais... Encore drôle. Mais pour vrai, oui, j'avais pas de base, puis justement, ça revient au point de se lancer puis s'ajuster un petit peu. Là. Oui, on en a fait des erreurs qui nous ont coûté de l'argent et tout ça, mais je pense vraiment que, premièrement, au Québec, on pousse pas l'entrepreneuriat tant que ça. Là. Je veux dire, la seule chose qui pousse l'entrepreneuriat, c'est les réseaux sociaux en ce moment qui valorisent ça, mais au Québec, on serait gagnant de pas juste travailler pour avoir une paye, mais vraiment de créer quelque chose. Puis c'est quelque chose que je crois qu'au Québec, ça pourrait se développer dans les futures années avec des gens justement comme toi qui ont de l'expérience puis qui en parlent, puis qui peuvent être motivants pour des gens, pour d'autres mondes qui manquent la petite étincelle pour partir. Ben, ouais. Fait que je te dirais, à l'école, on n'apprend rien par rapport à ça. On n'a pas eu le même type d'année d'éducation, là, mais... Ouais, mais les années, le temps que tu as passé à l'école, ça n'a rien à voir. Là. Je parlais plus du temps. Ça date de plus longtemps que moi, là.
Ouais. Je m'excuse. Mais tu m'as fait oublier ma question Je avec m'excuse. tes niaiseries, mais tes insultes. Mais moi, je sais que je suis issu d'une époque, mais pas si lointaine quand même. Là. J'ai de la vrai. barbe blanche, mais ça fait longtemps que j'ai de la barbe blanche. Fait que, tu sais, c'est pas tant déterminant, mais tu sais, les tâches définies puis tout ça, moi, pour avoir vécu des bonnes puis des mauvaises expériences en partnership, je sais que ça peut être difficile. Puis notre pire ennemi, je pense que c'est justement le manque d'information. Puis de fait qu'on se lance là-dedans, tête baissée, avec ce qu'on est capable d'avoir sur les réseaux, puis sur Internet, puis dans les livres. Mais je pense, somme toute, tu t'en sors très, très bien, là, parce que le succès que tu as, puis tu es rendu international, C'était en bizarre de dire très ça. peu de temps. Bien, toutes mes félicitations. C'est quelque chose qui ça doit être une super belle surprise. T'as-tu dans tes ambitions à l'origine? Absolument pas, pour vrai. Mais tu sais, on s'est vraiment dit, au final, avec les réglementations québécoises, c'est plus compliqué au Québec qu'ailleurs. La seule chose que ça fait, c'est que vu que c'est plus compliqué, pour tout ce qui est point de service en restauration, tout ça, c'est plus compliqué au Québec qu'ailleurs. Ça fait qu'il y a moins de joueurs. Si tu vas, mettons, aux États-Unis, si tu vas dans l'Ouest canadien ou quoi que ce soit, il y a beaucoup plus de fournisseurs parce que justement, ils sont moins réglementés. On s'est dit, on va attaquer le marché le plus difficile parce que c'est difficile de rentrer, d'être approuvé, d'avoir tout ça ici. Puis après ça, on va s'attaquer à l'autre problème qui est le fait qu'il y a plus de compétition ailleurs. Bien, finalement, ça a été plus rapide que prévu, mais on le voit justement. Ce qu'on croyait être le plus difficile étant les approbations, tout ça, une fois que c'est fait, t'as moins de joueurs, donc c'est quand même facile de rentrer. Ben, facile. C'est pas facile, mais c'est plus. Il y a moins de compétition ici. Tous nos clients qui sont ailleurs en ce moment, ben, à la place d'avoir, par exemple, 2-3 soumissions, puis là, ils jonglent à travers tout ça, des fois, des clients en ont 12. Oh, wow! Fait que c'est un peu différent. Mais justement, ça a été des problèmes qu'on a appris en se disant, nous autres, on s'est dit, en attaquant le Québec en premier, après ça, le reste, ça va être facile, il n'y a pas de réglementation. Ouais, mais il y a pas mal plus de monde à table. Fait que C'est sûr. ça a été. On s'attendait pas à ça, mais justement, le fait qu'on a réussi quand même à s'expansionner ailleurs, c'est le fun, mais ça amène des problèmes. Souvent, ils disent plus t'es gros, plus t'as des gros problèmes. Ben, c'est ça. C'est sûr. Avec la croissance, on ajoute des membres à l'équipe, ça complexifie. Les plus petits problèmes sont encore là, mais sont gérés à un niveau inférieur au tien, mais tu as quand même des problèmes à gérer. Puis ça, c'est un truc, là, j'avais pas réalisé ça avant de commencer à engager du monde, là, mais gérer des problèmes quotidiens, puis je vais avoir l'air de la pire personne à dire ça, mais des problèmes que je me sac complètement. Je me suis fait voler mon lunch dans le frigo, là. On ne coupera pas ce bout-là au montage. Mais non, mais toi, ça fait longtemps que tu fais ça, là, gérer des humains puis toute l'équipe. Ça a été compliqué. Ça a été la chose que j'ai trouvé le plus dur. Ah ouais? Gérer des humains, c'est compliqué, là. Ça n'a aucun sens. Là, tu es rendu à combien d'employés? Ben, tu vois, au total, il y a une douzaine de personnes. La seule chose, c'est que là-dedans, on a des indépendants qu'on voit pas vraiment, qui s'occupent de leurs affaires, puis ils vendent pour nous, puis tout ça. À l'interne, on est 4 stables, puis là, on cherche à embaucher d'autres. Mais gérer des gens au quotidien, t'as tout mon respect pour ça. Ça a été vraiment ça, là, tu me dirais, est-ce que tu t'en vas présenter devant des grands CEO de la plus grande entreprise du monde où tu gères des employés au quotidien? Je préfère les CEO. Évidemment, avec la bonne équipe. J'ai pas. Je suis content que tu penses ça, mais honnêtement, moi, je pense que je l'ai facile. Là. Mon équipe est merveilleuse, puis ils s'entendent bien. Puis des fois, la plus grosse angoisse, c'est des fois, ils parlent des sujets un peu tabous, un peu bizarres. Puis là, ben, je me ronge les ongles. Mais sinon, ça finit toujours bien. Il n'y a personne qui s'est arraché les cheveux ou qui s'est tapé dessus. Là. À date, tout va bien. On va toucher du bois. C'est sûr que ça poursuive comme ça. Mais j'ai pas vraiment vécu ce genre de défi-là. Moi, ça s'est quand même, somme toute, assez bien passé. Là. Mais toi, Moi, je pense que c'est vraiment en lien avec ma personnalité de... Comme je te dis, moi, j'ai beaucoup les œillères. Là, mettons, j'ai mon objectif, où ce que je m'en vais, où ce que j'amène l'entreprise. Puis j'ai l'impression que tout le monde me suit là-dedans tout le temps. Là, des fois, mettons, il y a des problèmes qui sortent à gauche et à droite. Puis je suis comme, c'est pas vraiment un problème. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on a le reste de l'équipe, Nazim puis Myriam, qui s'occupe plus de ce genre de problème-là. Parce que moi, des fois, je
Je me dis, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ben, tu sais, il y a beaucoup de choses, j'imagine, que, tu sais, puisque tes tâches sont définies puis sont différentes de celles des autres, probablement un paquet de choses qui se produisent puis que tu réalises pas ou tu comprends pas trop pourquoi. Mais ton ascension, votre ascension fulgurante, c'est quoi l'élément qui a défini ça? Et c'est quoi l'élément marquant qui a propulsé l'entreprise ou tu le sais pas, puis ça a juste... Non, ben, c'est sûr et certain que l'approbation, justement, pour tout ce qui est restauration au Québec, ça l'a vraiment explosé. Là. Je veux dire, quand on a eu l'approbation pour ce qu'on appelle le MEV, donc c'est le module d'enregistrement des ventes, c'est ce qui fait le petit code QR dans tes factures là, quand tu vas au restaurant. Le jour où on a eu cette approbation-là, là, ça a explosé. Là, c'était vraiment, on avait des demandes, on avait plusieurs demandes par jour, il fallait contacter les clients, s'assurer qu'on pouvait les qualifier, tout ça. Ça a été... Je sais que c'est le point marquant de l'explosion de tout ça, parce qu'avant, on faisait beaucoup du retail, donc les magasins au détail, on faisait ça, mais on ne s'attaquait pas vraiment à la restauration. Au Québec, des restaurants, il y en a quand même une gang. C'était quand même un gros marché. Fait que le jour où ça l'a ouvert, puis qu'on était capable de dire aux clients, bien, on a une solution québécoise qui a été faite ici, c'est sûr que là, les demandes rentraient, là, puis dans ce mois-là, on a été approuvé, si je ne me trompe pas, c'était autour de avril-mai. Je crois que j'ai fini à minuit et plus tard, à peu près tous les jours de la semaine. Ça n'avait pas de sens. C'est pour ça que tu as engagé quelqu'un pour t'aider avec ça. Exact. C'est là qu'on a commencé à engager du monde parce que ça n'avait pas de sens. Puis aussi, nous autres, je ne sais pas si toi, tu as déjà fait ça, puis c'est un autre sujet, mais nous autres, c'est beaucoup d'investissement en temps, mais aussi en développement, puis en équipement aussi, parce qu'on fournit l'équipement pour nos clients. Donc, on a été chercher un prêt auprès de la BDC. Puis ça nous a aussi beaucoup aidé. Parce qu'avant, on se retrouvait avec le problème de... Moi, je faisais, on a plusieurs points, là, mais mettons, on a marketing, on avait l'aspect de toutes nos ressources humaines, employés, tout ça, puis on avait aussi l'aspect équipement. Puis l'argent qu'on recevait de nos clients, c'était toujours réinvesti dans ces trois choses-là, mais c'est limité en fonction de ce qu'on avait qui rentrait. Le jour où on a été capable d'aller chercher notre prêt, on a pu vraiment exploser sur les trois d'un coup. Fait que ça a vraiment encore plus grossi l'entreprise. T'as déjà fait ça, toi? Ben, en fait, c'est un peu des différences entre nos deux entreprises. De mon côté, mon produit n'est pas tant matériel. Fait que c'est plus du jus de cerveau que d'autres choses. Puis mes frais fixes, moi, j'avais pas de partner, j'étais tout seul. Puis au début, tu n'as pas d'employé. Fait que les frais fixes sont assez limités à partie de mon loyer de mon 4,5 quelque part à Longueuil. Okay. Puis des logiciels, puis un ordinateur. Mais des logiciels, à cette époque-là, ça fait une vingtaine d'années. Mais tu sais, les forfaits puis les tarifs n'étaient pas tout à fait les mêmes. Puis c'était plus le début, là, donc très peu de frais fixes. Fait que l'investissement monétaire n'était pas nécessairement... c'était pas majeur, du moins. Là. Mais j'offrais à mes clients du papier. Donc, moi, mis à part, une fois que l'imprimante de l'ordinateur est achetée, une coupe de feuilles puis des cartouches d'encre de temps à autre, mais sinon, c'est quand même assez tout. Mais toi, tu es dans un tout autre domaine. Toi, tu fournis quelque chose de physique. Il faut que tu le fabriques. Il faut que tu l'installes. Toi, tu dois avoir des licences aussi. Il faut qu'on le programme aussi, là, c'est ça. C'est ça. Fait que tu as des investissements et tu délègues, que ce soit la fabrication. Tes modules sont... J'ai vu, là, c'est une tablette. Oui, ben ça, c'est rendu des ordinateurs complets. Puis, je veux dire, ça m'a fait rire parce que c'est compliqué à faire designer. Puis, c'est Nazim qui s'occupe de tout ça, mais tu sais, ça a été beaucoup parce que, on se le cachera pas, là, toute la technologie de nos jours, que ce soit ton iPhone, ton ordinateur, tout ça, c'est tout fait ailleurs. Mais trouver un fournisseur, faire des tests avec lui, s'assurer que ça passe, s'assurer que ça a du sens, puis que ça tient, puis que tout est correct ensemble. C'est beaucoup de travail. Faire son stock ailleurs et le faire importer ici, là, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant de travail. On disait que tu importes tes produits, puis que ça a été possible par tes prêts, puis ton financement par la BDC. Donc, je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant. Toute l'épopée de ta production, comment tu es amené là. Mais il y a un sujet que je trouve un peu tabou ici au Québec, puis que je trouve qui est super important, parce que
moi, j'en ai pas vraiment eu besoin parce que, comme je te disais, on a très, très peu de matériel à fournir. Mais les prêts, c'est tabou. La BDC est là pour aider. Puis, mais toi, t'es venu comment à ça? Puis comment ça s'est passé avec la BDC? Parce que je pense que beaucoup de gens vont penser que c'est un peu mal vu puis qu'on va essayer d'éviter ça. Mais toi, de ton côté, ça s'est passé comment avec ça? Ben nous autres, on est arrivé, comme je te disais, à un point où on grossissait tellement vite qu'on n'avait pas le temps. Tu sais, on se retrouvait tout le temps à devoir gérer lequel des trois on veut focusser entre marketing, employés puis stock. Puis tu sais, on n'avait comme pas le choix de mettre un peu dans chaque pour, se développer, après ça, payer nos employés puis en même temps avoir du stock à vendre parce que sinon les deux ne servent à rien. Fait que ça a été... C'est pour ça qu'on on s'est tourné vers la BDC. Puis au début, ce que j'ai trouvé difficile, c'est que on a une mentalité d'employé quand tu commences. Ou est-ce qu'on voit le prêt de la BDC comme tu fais un prêt de char ou tu fais un prêt d'une maison, quoi que ce soit. Puis c'est vraiment différent parce que, oui, les taux d'intérêt sont plus élevés quand tu fais ça parce que c'est plus à risque. C'est une entreprise, c'est pas, c'est pas comme tu fais un emprunt pour une maison, quoi que ce soit, parce que c'est tangible. C'est vraiment mettre de l'argent dans une entreprise. Puis la BDC, c'est pas si nécessairement ça va débloquer, ça va vraiment valoir la peine, puis ils vont retrouver leur argent. Mais, fait que oui, les taux sont plus élevés, mais après ça, plus que tu commences à parler avec eux, voir un petit peu comment ça se passe, tu réalises que, tu sais, l'argent qu'ils vont te passer va peut-être te permettre de faire x3, x4 sur ton chiffre d'affaires. Fait que ça va être différent. Puis c'est en plus de ça, tous tes intérêts rentrent dans ton entreprise comme une dépense. Fait que c'est tellement une mentalité différente que ça a été difficile au début. En fait, c'est super simple. On s'est dit que ça aiderait beaucoup au développement. Là, on a commencé à les rencontrer. Puis j'ai fait jamais de la vie, je vais signer ça. C'est impossible. Puis finalement, à force d'avoir réalisé un peu ce que ça peut amener, mais on l'a fait. Puis ça a été un processus qui est quand même long. Ils regardent ce que tu fais, ils analysent vraiment l'entreprise à 100%, voir qu'est-ce que tu es capable d'amener, puis tout ça. C'est un processus qui en demande beaucoup. Puis au début, en plus, ils sont capés sur le modèle de entreprise en démarrage. Fait que tu as un maximum que tu peux aller chercher, puis tout ça. Donc, tu sais, je pense qu'au Québec, ça vaut la peine de regarder les options. Mais tu sais, il y a plein d'entreprises que tu lances, que tu as besoin d'un capital pour commencer puis pour pouvoir développer tout ça, puis ils sont là pour ça, justement. Et puis, est-ce que tu as essayé sans financement? Oui, en fait, on a roulé pendant plus qu'un an sans financement. Mais c'est juste que si on voulait passer au prochain niveau, on avait besoin de pouvoir... Tu sais, parce que c'est une roue qui tourne un peu, là, dans le sens que le marketing t'amène des ventes qui font que tu as besoin de stock. Le fait que tu vends du stock, tu as besoin d'employés pour le vendre, puis après ça, tu as besoin de refaire du marketing, puis ça tourne, ça va tout ensemble. Mais on s'est retrouvés, mettons, à te dire, je vais donner un exemple, j'ai un 10 000 à mettre, ben là, je vais commander du stock, fait que je vais avoir plein de stock, mais là, j'aurai plus d'argent pour le mettre dans le marketing parce que je vais payer mon staff. Je sais pas si tu comprends. Ah, oui. Fait que là, tu te retrouves à te dire comme, ça serait encore mieux d'avoir un peu plus de lousse pour pouvoir faire ça, puis que ça grossit à chaque fois, de vraiment faire le cycle complet. Mais c'est arrivé plusieurs fois parce que, mettons, sans financement, parce qu'on était comme, hey, on pourrait mettre 8 000 $ dans le marketing cette semaine. On aurait le lousse pour ça, OK? Mais sauf que si je mets 8 000 $ dans le marketing pour ça, puis que je paye mes employés, j'ai pas acheté de stock, fait que j'ai mis du marketing dans le vide parce que je peux pas installer mes clients. Parce qu'on grossissait trop vite. Fait que, on commandait du stock, on arrivait dans l'entrepôt et plus rien. C'est pour ça qu'on s'est dit ça vaut la peine. Puis je pense vraiment que c'est mal vu, puis c'est surtout mal vu. C'est mal vu par le monde qui sont pas en entrepreneuriat. Tu sais, je sais pas, toi, ton entourage puis ta famille, tes kids, c'est des entrepreneurs. Mais moi, ma mère, elle a travaillé au syndicat toute sa vie. C'est une syndicaliste. Tu sais, c'est l'opposé de l'entrepreneur. Je l'adore, elle est super gentille. Mais elle, à chaque fois que j'y parle d'un projet d'entrepreneuriat, le premier réflexe qu'elle a, c'est de me dire que je vais faire faillite. Ouais, ben, je ne veux pas aller nécessairement du côté syndicalisation. Là. C'est pas le genre de sujet qu'on veut ouvrir aujourd'hui. Mais puis je suis un peu d'accord avec toi, mais de mon côté, c'est la même chose. Dans ma famille, ils sont pas tant entrepreneurs. L'argent est un enjeu, mais t'as beau être entrepreneur maintenant, puis moi, je le suis maintenant aussi, mais je ne l'ai pas toujours été. Puis ces prises de conscience-là, il faut tous qu'on les ait. Personne qui vient, en tout cas, dans mon entourage,
n'importe qui pourrait devenir entrepreneur, mais le défi, c'est justement essayer de demander de l'aide pour ce genre de choses-là. Parce que quand tu parles de mentorat ou de conseil, il y a tout le temps quelqu'un, quelque part, qui va lever la main puis qui va t'aider. Mais pour l'argent, pas vraiment. Puis là, tu as une panoplie d'options. Tu as la BDC, mais tu as des prêts privés. La banque même peut peut-être même te financer. Je sais pas, toi, tu as essayé, tu es allé directement à la BDC? Nous autres, ce qu'on aimait de la BDC, c'est qu'ils sont, ils sont habitués à aider ce genre d'entreprise-là. Puis surtout quand les entreprises de la tech, ils aiment bien ça, puis c'est plus facile. Là. Pour nous autres, ça a été quand même... Ça a été un processus long, mais pas si compliqué que ça. Mais vraiment, ce qu'on aimait de la BDC, c'est qu'ils sont modulables sur plein de choses. Fait que, tu sais, oui, on aurait pu passer, puis en fait, on a eu une offre de Desjardins qui était un peu moins intéressante, mais c'était vraiment, tu sais, mettons, je vais donner un exemple. Un mois, c'est plus tranquille. On peut leur dire, bon, mais ce mois-ci, on rembourse moins, mais le mois d'après, on va rembourser plus. Ils sont super modulables sur tout. Donc, c'est ça qu'on a aimé de la BDC, puis c'est pour ça qu'on s'est tourné vers eux. C'est que vraiment, ils comprennent la réalité des entreprises, puis leur but, c'est, oui, de développer l'entrepreneuriat partout, mais c'est aussi, tu sais, ils veulent revoir leur argent. Fait qu'ils sont super modulables sur tous les termes. Puis aussi, on peut même augmenter le montant qu'on a déjà eu à la base, juste pour, si on a besoin de plus d'investissement ou quoi que ce soit. Fait que, on a quelqu'un qui s'occupe de notre dossier, puis ça nous permet vraiment de développer tout ça avec lui. OK, super intéressant. Bien, oui, financement, c'est tout le temps un problème. Puis ça t'a permis, j'imagine, que je vais revenir vers l'importation de tes produits. Comment tu es venu, là, tu me dis que tu fais fabriquer en Chine. Ça a toujours été en Chine? Oui. En fait, tout ce qui est matériel, pour vrai, on a vu plusieurs options un peu à travers le monde. On trouvait que... parce que on avait l'option d'y aller dans de quoi de moins cher, mais plus standard, ou de quoi de vraiment 100% fait à notre goût, de nos couleurs, comme on le veut. On décide de tout, mais ça prenait un peu plus... Il a fallu chercher plus, travailler plus pour le développement, tout ça. Puis c'est vers ça qu'on s'est tourné, parce qu'on voulait une identité vraiment à nous. T'sais, moi, je veux que, mettons, quand tu rentres dans une entreprise, tu vois nos systèmes, bien, si tu l'as déjà vu ailleurs, tu sais que c'est à nous autres. Par la forme, par comment c'est fait. Donc, ça a été beaucoup d'essais et d'erreurs, de voir, mettons, de commander des samples à différents fournisseurs, voir un petit peu ce qu'ils étaient capables de faire, les logiciels qu'ils étaient capables de mettre à l'interne pour le prix, tout ça. Donc, ça a été beaucoup d'essais-erreurs. C'est là que je félicite Nazim pour tous ses contacts à travers le monde. mais c'est ça. Puis je pense que vraiment, ici au Québec, on le sait que tout ce que tu fais à l'interne va te coûter beaucoup plus cher que si tu le fais faire ailleurs. Fait que tout ce qui est logiciel, on veut le faire ici, puis on y tient. Puis c'est ça, c'est l'essentiel de notre business. C'est tout ce qui est à l'interne de comment tu l'utilises. Mais on va y aller de façon réaliste, que ce soit cette télé-là ou n'importe quoi. Tu fais faire ta télé ici au Québec, elle va te coûter 8 fois le prix. Aucun doute là-dessus. Exact. Fait que si on veut rester compétitif, on n'a pas vraiment le choix de faire tout ce qui est matériel ailleurs, mais tout ce qui va à l'intérieur, comme le logiciel, c'est fait ici au Québec. Bien, c'est le fun. Tu sais, as un produit qui est quand même local, mais tu t'exportes beaucoup, autant pour aller chercher tes produits, tes machines, que pour offrir tes services. Là, tu t'en viens quand même. Là, l'Afrique, c'est pas à côté. Tu as offert tes services, puis tu as des contrats dans le sud des États-Unis tout dernièrement. Sud des États-Unis, c'est quand même pas si pire, c'est 3 heures de vol, mais l'Afrique, c'est une autre paire de manches. Là. Comment tu fais pour contrôler tout ça? Comme je te dis, nous, tout notre système est ce qu'on appelle cloud-based, fait que tout basé sur le cloud. Donc, on a accès à absolument tout à distance. Je veux dire, moi, un système est installé, peu importe où dans le monde, je peux me connecter directement à partir de mon ordinateur. C'est pour ça aussi qu'on arrive à avoir une expansion un peu à travers le monde, parce que justement, l'entièreté de nos systèmes, je suis capable de me connecter puis de faire des modifications puis d'aider nos clients à partir de mon salon. mais ça marche 24 heures sur 24 parce qu'ils ne sont pas sur le même fuseau horaire, eux autres. Là. Non, exact. Fait que, ça, on a le service justement 24 heures aussi. Ça a été aussi une autre... faire un service 24 heures. Avant, on faisait les heures de bureau seulement. Faire un service 24 heures sur 24, ça aussi, ça a été complexe au début. Parce que c'est beaucoup... c'est de l'adaptation pour vrai, mais c'est le fun. C'est des beaux défis, puis nous autres, on fonctionne comme ça. T'sais, moi, ce qui me fait triper dans la vie, c'est des défis puis d'essayer des nouvelles choses. Bien, je peux te dire que depuis les 3 dernières années, je suis entièrement satisfait de ça. Bien, puis pour vrai, c'est encourageant, puis surtout pour ceux qui vont commencer. Puis
je t'écoute, puis là, tu es rendu du 24 heures sur 24. On n'a même pas parlé de ta qualité de vie au niveau personnel. On en a parlé, puis on en parle de ça souvent. C'est pas la même paire de manches quand tu es employé, puis quand tu es entrepreneur. C'est un autre horaire qui est complètement différent. Ça vient avec d'autres défis, mais c'est plus tant facile. Puis, moi, j'ai l'impression, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, moi, j'ai l'impression que la séparation vie professionnelle puis vie personnelle, faut plus séparer ça. Tu peux pas séparer ça. C'est dur. Je sais pas, comme tu me disais, toi, que t'es en France, mais tu sais, moi, je travaille. C'est drôle à dire parce que je trouve que quand tu es entrepreneur, tu travailles tout le temps, mais tu travailles pas tout le temps. Tu as les avantages de pouvoir dire, puis comme les enfants ont quelque chose à l'école, je suis capable de dire, bon, mais je me boucle pas de rendez-vous pendant les 2 heures, peut-être de 10 à midi, le jeudi, j'ai rien. Je suis pas disponible. Mais après ça, à 9h30 le soir, quand ils sont couchés, ça se peut que je fasse de la facturation. Fait que, ça, je te dis, j'ai l'impression que c'est une mentalité qui est différente, puis c'est quelque chose que, tu sais, quelqu'un qui a toujours été dans le salariat, puis toujours été un employé, puis le kid va avoir de la misère à comprendre parce que quand il punch out, puis il n'existe plus dans le. Tandis que nous autres, on est toujours un peu sur. On est toujours à un appel de devoir travailler. Là. Fait que c'est différent. Mais ça permet une belle liberté d'être présent pour les enfants. Puis en même temps, j'ai l'impression que. C'est ça. C'est pas. Je pense pas que je crois en ce qui est le ballon travail puis vie de famille. Mais j'ai l'impression que les deux peuvent cohabiter. Mm-hmm. Je suis d'accord avec toi. Dans mon cas, ça fait longtemps que j'ai essayé d'arrêter d'essayer de les séparer parce que définitivement, ça ne marche pas. Quand je suis plus en mode travail, je pense juste au mode privé. Puis quand je suis en privé, je fais de l'anxiété parce que je ne travaille pas. Puis tu sais, dans mon cas, j'ai pas de partner, dans mon entreprise principale. Mais dans ma vie de couple, il faut que ça passe d'abord par ma conjointe qui comprend que, des fois, oui, le samedi, je vais ouvrir l'ordinateur puis je vais regarder. Toi, ta conjointe, c'est ta partner, autant personnel que professionnel. Mais j'imagine que ça doit faciliter un peu les choses. Mais je pense qu'elle comprend mieux parce qu'elle vit aussi ça au quotidien. On a essayé de faire une vision plus, je vais dire, traditionnelle de notre vie de couple. Où est-ce que, tu sais, mettons, si on est les deux avec les enfants puis on a une urgence à gérer ou quelque chose, c'est moi qui vais m'occuper de tout ça. Elle va prendre le volet avec les enfants. Mais tu sais, oui, mais elle est au courant. Fait que c'est ça qui est bien. Toi, je pense que ta femme ou blonde, elle n'est pas dans l'entrepreneuriat. Du tout. OK, c'est ça. Tandis que moi, c'est ça. Moi, elle comprend. Puis ça, c'est une bonne chose. Puis, fait au moins, quand les enfants qui sont là, ils ne sont pas abandonnés non plus, mais ils savent, même les enfants le savent, le papa doit travailler. Puis leur phrase qui me fait tellement rire, c'est « Papa doit travailler pour qu'on ait une belle vie. » C'est sûr que c'est directement relié. Mais bref, tu as une belle vie. Ben, j'essaie de faire du mieux que je peux. Mais c'est ça, d'être présent pour eux dans les moments où c'est plus difficile pour quelqu'un qui a un 9 à 5. Ben, ils comprennent que, bon, ben, mettons, papa, il peut être là toute l'après-midi parce qu'on avait un tournoi de hockey un vendredi, mais papa, samedi, ça se peut qu'il aille à travailler 3-4 heures parce qu'il y avait un client qui est important cette journée-là à rencontrer. Fait que, tu sais, ils comprennent aussi. Puis, moi, mes gars, ils ont 5 ans, là, ils s'en vont sur leur 6. Ils commencent à comprendre, puis je pense que même ça les allume un peu. Parce que j'ai remarqué que ils veulent s'impliquer dans l'entreprise un petit peu. C'est vraiment, papa, je peux regarder ce que tu fais. Puis là, mettons, pendant que je fais de la facturation, il vient s'asseoir. Puis il est comme, c'est quoi ça? Puis là, il me fait rire. Ils ont compris qu'il y a certains clients qui, mettons, ils ramènent plus dans un mois que d'autres. Fait que là, quand ils voient des gros chiffres, ils sont comme, celui-là, on peut-tu aller au Mexique à cause de lui? Oh, wow, OK. Je dis, non, c'est pas de même, ça marche. C'est quand même des pas pires chiffres, là, finalement. Non, mais ça me fait rire, là. Tu formes ta relève, là. C'est ça, exact. Je me dis, c'est quelque chose que je vais faire. Toi, la relève, tu vois ça comment? Tu penses-tu un jour te débarrasser de ce que tu fais? Ben moi, j'ai pas d'enfant. Ouais. Donc, tu sais, par définition, ça sera pas d'héritage. Mais de toute manière, c'est sûr qu'un jour, faut tout penser à ça. Tu sais, faut penser à notre plan de retraite. Éventuellement, j'ai le goût de moins faire de business, plus jouer au golf.
Puis des fois, je joue au golf en faisant de la business. Fait que c'est sûr que je veux pas toujours être tout seul. Le fait de ne pas avoir d'enfants, ça amène une autre dynamique. Puis en même temps, c'est peut-être pas nécessairement mauvais parce que, tu sais, des fois, les enfants, il faut que tu les formes comme il faut pour qu'ils reprennent la business avec la même vision, avec le même intérêt. Je pense pas que tu vas avoir de problème avec ça. Parce mais que moi, ils m'en parlent déjà. Fait que c'est quelque chose qui 6 ans. m'allume. Mais je trouve ça cool. Là, ils veulent le reprendre, ils veulent continuer là-dedans, c'est le fun. Mais on dirait que c'est quelque chose qui me. Je sais pas, qui me dépasse. Là. Je me dis un jour, ils vont probablement être meilleurs que moi dans ce que je fais. Puis... Ben, j'espère. J'espère que les nouvelles générations vont être meilleures que nous. Puis ça, c'est une belle question à développer parce qu'on parle beaucoup de défis, puis d'enjeux, puis de stress quand on parle d'entrepreneuriat. Mais souvent, on a tendance à mettre un peu de côté les bonnes affaires. Tu sais, on préfère faire pitié puis dire pourquoi qu'on était bien avant, puis dire aux salariés comment est-ce qu'ils sont bien. Puis c'est, tu sais, je fais un peu le parallèle là, tu sais, quand tu es à l'école puis que les gens disent « Oh, t'es bien à l'école, tu le sais pas encore, mais t'es bien à l'école. » Puis quand tu traverses à l'entrepreneuriat puis que tu sors du monde de salariés, c'est là où tu regardes les autres, tu dis « Tu le sais pas, mais t'es bien salarié. » Tu sais, Mais on parle pas beaucoup des beaux avantages que ça a. Tu sais, toi, dans ton mode de vie quotidien, aujourd'hui, c'est quoi les avantages puis la plus-value de ton entreprise puis de ta business dans ton quotidien, dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend heureux là-dedans? Mais tu sais, pour vrai, c'est super bon, puis c'est une bonne question en développement en plus, là, mais je pense vraiment que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est que c'est un monde complètement séparé du salariat. C'est ça qui est difficile à comprendre au début, surtout quand tu viens de là. Tu sais, moi, j'ai fait 10 ans comme salarié, fait que ça a été un moment de transition assez complexe. Mais je te dirais, tu sais, les avantages, c'est d'être présent. Tu sais, tu peux faire les choses vraiment un peu... C'est toi qui fais ton horaire, tu le fais un peu... Tu sais, il y a du monde qui dit « Ah, je veux travailler à mon compte pour être libre et faire tout ce que je veux quand je veux. » C'est pas le cas. Ça arrivera pas, c'est pas de même, ça marche. Mais c'est vrai que ça vient avec des avantages de, tu sais, tu vas être capable, pas toujours, mais tu vas être capable de faire des choses que tu n'auras pas accès comme salarié de 9 à 5. C'est vrai, là. Ça va arriver des mercredis où est-ce qu'un mercredi après-midi, je prends off pour aller jouer au golf. Ça arrive, là. Mais après ça, peut-être que je le paye le samedi, le dimanche. Mais fait que il y a des avantages puis des inconvénients parce que tu es responsable, tu as le stress, tous les autres inconvénients d'être entrepreneur parce que c'est toi qui es responsable de ta paye au final. Tu sais, ça va arriver en 2 jours que je vais faire la paye d'un mois d'un salarié, puis après ça se peut que pendant les 3 semaines d'après, ben, je mange mon pain sec. Là. fait que, c'est ça. Ça vient avec différents défis, mais je pense vraiment que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui vaut la peine, puis c'est quelque chose qui t'allume au fond de toi, que tu as déjà eu l'idée, puis que tu n'as juste jamais eu le guts de faire le move. Ben, peut-être que ça vaut la peine de l'essayer, puis de voir si c'est quelque chose qui te convient. Nous autres, notre qualité de vie, autant avec les enfants, mais juste en général, a tellement augmenté juste avec ça. T'sais, on a eu des périodes de stress, des moments où je me couchais à 2 h du matin puis que je me levais à 4. Là. Mais je pense vraiment qu'au final, l'entrepreneuriat va t'amener à te développer comme personne, à te développer, à apprendre à te connaître, puis à vraiment pouvoir... Si tu penses que tu es capable de faire plus, que tu veux atteindre plus que ce que tu as déjà pour le moment, l'entrepreneuriat, c'est une bonne façon d'apprendre à aller plus loin encore. Puis, une dernière question avant de passer au blog de la boîte à outils. Je te pose la question aujourd'hui, pour Communication Sandrose, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, comme je te disais tantôt, moi je fonctionne au projet, puis à monter des choses, puis à créer des choses. La prochaine étape va être de pouvoir me retirer un peu plus de Communication Sandrose pour pouvoir lui permettre de vivre plus en tant qu'entreprise. On a mis des bonnes personnes en place. On a d'autres projets aussi qui s'en viennent sur d'autres aspects que Communication Sandrose. Et autant j'ai envie de le faire développer, mais autant j'ai envie de pouvoir de me permettre de ne plus être le visage ou
la personne vitale dans l'entreprise. Je sais que c'est quelque chose que toi, tu as réussi à faire, ou est-ce que, mettons, tu es capable de partir pendant une semaine, de revenir, puis il n'y a pas eu de feu. Non. Il y a eu du stress encore, mais, c'est dans ma tête, ça. Mais c'est ça, j'aimerais ça. Puis je pense que c'est un point qu'à partir d'une certaine maturité d'entreprise, tu es capable d'atteindre. Puis moi, c'est ce que j'aimerais, c'est pouvoir me permettre de ne plus travailler dans l'entreprise, mais de travailler sur l'entreprise. Puis ça, c'est ma prochaine étape pour moi. Je te souhaite que tes partenaires soient au même niveau que toi de ce côté-là. Cool. Écoute, on va passer à la section boîte à outils. Comme tu le sais très bien, on essaye de fournir aux gens qui nous regardent des outils pour s'inspirer, essayer d'éviter peut-être certains pièges, mais surtout être motivé. Si tu avais aujourd'hui un conseil à donner, quelque chose qui a été déterminant, un élément qui a mis Communication Sandrose sur la map, si tu avais ce conseil-là à donner, ce serait quoi ce conseil-là? Pour vrai, je crois qu'un des trucs je sais que tu m'en as déjà parlé aussi, mais je crois que d'arrêter de penser que tu vas être ton entreprise à 100%. Puis je vais développer un petit peu là-dessus, c'est que tu ne peux pas être la personne la plus qualifiée dans tous les postes, dans tout ce que tu veux faire. Toi, tu peux avoir une idée, tu veux vouloir développer quelque chose, mais tu n'es clairement pas la meilleure personne pour tenir la comptabilité, développer le marché, créer le produit, tout ça, t'entourer des bonnes personnes pour te permettre d'avancer plus rapidement. Si tu penses que à toi tout seul, tu vas être capable de battre une autre entreprise qui fait exactement la même chose, qui est au même point, mais qui a une équipe solide, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est sous-estimé. Tout le monde pense que on va sauver des coûts parce que je vais faire ma comptabilité moi-même, je vais faire mon marketing moi-même, je vais faire ci moi-même. Mais après ça, tu t'étales un peu partout puis tu n'es pas à 100% dans la bonne chaise qui va te permettre d'avancer. Puis je crois que ce qui nous a permis d'exploser autant, c'est de s'ouvrir à hey, on va se trouver un vrai CPA solide qui va vraiment faire notre comptabilité puis qu'on n'aura plus besoin de se casser la tête avec ça. On va trouver une équipe pour le marketing solide qui a fait ses preuves puis qui vont pouvoir développer notre marché avec ça. On va se trouver une directrice qui est vraiment, qui a de l'expérience dans ce qu'on fait puis on va pouvoir ne plus se casser la tête avec ça. Fait que c'est ça, c'est déléguer. Tu sais, il y a une limite aussi, là, dans le sens que tu veux garder un œil sur ton entreprise, tu veux garder un contrôle là-dessus, mais je crois aussi que de ne pas penser que tu vas tout faire tout seul puis atteindre tes objectifs, ça a été la meilleure chose qui nous a fait développer. La bonne personne à la bonne place, puis des fois, c'est pas toi la bonne personne. C'est souvent pas toi. Moi, ça, je l'ai appris assez régulièrement. J'ai essayé pendant une couple de semaines à faire le marketing de l'entreprise et j'ai rien compris. Chacun sa force. Exact. Écoute, ça a été un plaisir de t'interviewer aujourd'hui. J'espère que nos auditeurs puis les gens qui nous écoutent puis qui nous regardent ont aussi autant de plaisir puis qui vont être inspirés par ton parcours bref mais fulgurant. Puis on te souhaite que ce ne soit pas juste un feu de paille puis que ça dure longtemps et partout autour du monde. Merci beaucoup, Eric. J'étais pas mal. Ouais, c'est correct, ça. Ça va faire